Alors, la dernière table ronde est tout aussi merveilleuse que les précédentes. On va parler d'égologie et de management. Vaste sujet. Gilles, est-ce que tu passes un bon festival? Moi, je me régale. Je suis en joie. J'ai fait des beaux dessins ce matin. J'ai fait de la sophrologie, là, une petite méditation. C'est top. Et puis, j'ai même appris qu'il y avait des neuroatypiques. Et ça m'a passionné. Super. Super, parce que la prochaine table, c'est toi. Égologie et management. Alors, pourquoi vous avez choisi le mot égologie, au fait? Alors, on a choisi le mot égologie parce qu'il nous parlait. Il nous parlait pour plusieurs raisons. Parce qu'il y avait un parallèle avec l'écologie. Oui. Et aussi parce qu'il y avait le mot égo. Et le mot égo, il y a plein de gens qui n'aiment pas l'utiliser. Mais nous, on n'a pas peur de l'utiliser. Il y a d'autres mots qu'on a utilisés dans les tables rondes. Et on a vu qu'il y a des mots qui intriguaient certains. Et donc, du coup, on a dit, on met le pied dans le plat jusqu'au bout et on parle d'égologie. Égologie, c'est comme un curseur, comme un centre de gravité. Il ne faut pas qu'il soit trop haut, parce que sinon, il a servi les autres. Il ne faut pas qu'il soit trop bas, parce que sinon, il n'est pas serviteur. Il faut qu'il soit comme le centre de gravité, qu'il soit au bon endroit. Qu'il soit au bon endroit pour un leader, qu'il soit au bon endroit pour une personne de l'équipe, qu'il soit assez haut pour motiver, avoir un leadership naturel, mais pas trop haut pour pas justement être trop être quelqu'un qui a servi les gens. Et donc du coup, là, on va voir comment on peut le placer au bon curseur avec ta table. Voilà, on a des super intervenants ce soir. Ils sont 5 sur 6, mais bon, la sixième, j'espère, va nous rejoindre. Et tu devais lancer un petit quelque chose. Tu es venu nous voir. Tu es venu voir EVH le fin novembre en tant que secrétaire général d'Éclore avec Solène, avec Riyad. Et on vous a ouvert le monde d'EVH. Et je crois que vous souhaitiez qu'on démarre cette table par une petite vidéo qu'on va voir. Exactement. Il y a quelques mois, on s'est déplacé, Riyad, Solène et moi, à Lille pour rencontrer toute l'équipe EVH, dont Gilles Poirieux est le président. Et on a rencontré des leaders en vérité. C'est un beau titre, hein. C'est des leaders, il y en avait 9 sur scène, qui se sont présentés en vérité. Et au-delà de la vérité, ils se sont présentés en toute vulnérabilité. Et je me suis rendu compte qu'il y avait des gens qui étaient forts de leur vulnérabilité. Je l'avais déjà vu avec des personnes que je connaissais, mais là, c'était des leaders à des gros postes. Il y a eu 9 témoignages. Ils étaient tous les plus beaux les uns que les autres. On était très touchés avec Riyad, Solène. Et on en a choisi un. On ne pouvait pas mettre les 9, sinon ça aurait été encore plus long qu'aujourd'hui, le festival. Jusqu'à 3h du matin, on serait resté. Et on a choisi celui d'Amélie Tourcel, qui est la directrice de la transformation chez Decathlon, et celui de Nicolas Hénon, qui est le leader Europe de Kiabi. Monde. Ah, leader monde, encore mieux. Il vient encore de rechanger son organisation, mais ce jour-là, il était le leader. D'accord. Il était Kiabi d'Irala. Et du coup, on va vous montrer cette vidéo. J'aime beaucoup la phrase « faire de chaque histoire individuelle une transformation collective ». C'est de ça que c'est basé aussi notre festival, de la transformation individuelle, de s'intérioriser à partager jusqu'à s'inspirer. Et je vous laisse regarder cette vidéo qui est un regard croisé entre Amélie et Nicolas. Maintenant, je m'écoute davantage. J'écoute mes doutes, mes besoins, ma singularité, même si elles ne correspondent pas aux attentes des autres. Pour moi, c'est ça être libre. Je fais confiance à 100% à mon intuition et aussi à ma sensibilité. C'est comme si ma faiblesse d'hier était devenue ma force d'aujourd'hui. Ce chemin vers ma liberté d'être, je n'aurais jamais pu le faire toute seule. J'ai besoin de l'autre pour être moi. J'ai besoin de l'autre pour être libre. Et c'est contagieux. À Decathlon, j'ai envie d'être cet autre, de jouer mon rôle pour permettre à chacun d'être lui-même. Alors je m'engage. Je m'engage comme leader de la transformation managériale de Decathlon. Je propose de coécrire la vision à 70 000 coéquipiers. Je lance l'école de coaching interne. J'accompagne la mise en mouvement des collectifs.
et je rends accessible le développement personnel à tous. Dans chaque chose que j'entreprends, je mets de ma personnalité. Liberté, confiance, engagement, exigence. Je crois que mon chemin de liberté nourrit celui de Décathlon et que la liberté que l'on offre aux autres est souvent celle que l'on s'accorde. Dans la vie, il y a des coïncidences qui vous touchent en plein cœur. Mon père, de son vivant, avait une armoire de chasse. Dans la porte de gauche, il avait écrit « Fais ce que tu aimes ». Dans la porte de droite, « Aime ce que tu fais ». À Décathlon, aujourd'hui, je cherche à ce que chacun puisse exprimer sa singularité au service de la vision humaine de Décathlon. Do what I love. Fais ce que tu aimes. J'aime ce que je fais. J'aime ce que je suis. Je suis une femme libre, libre d'offrir la liberté. J'étais un bon soldat. Je croyais qu'ainsi je serais protégé. J'avais peur de mes fragilités. En fait, j'étais un soldat qui avait peur de son ombre. J'ai découvert que j'avais des frères et des sœurs d'armes. Amélie, bien sûr, mais aussi Manu, Ludo, Guylain, Claude, Yvain et Vincent. Ce sont des regards qui éclairent. Aujourd'hui, je dispose de plusieurs zones d'éclairage, des personnes différentes selon mes blocages. Toutes ces personnes ont en commun d'être bienveillantes, exigeantes et clairvoyantes. Des regards créateurs de valeur. Et ces regards, récemment, m'ont permis d'oser mettre à jour ma mission de vie. Ce que je veux, c'est vivre, avec amour et humour, des transformations vers plus de bonheur et plus de valeur. Alors bien sûr, j'ai mes faiblesses. De temps en temps, le petit soldat tente un assaut. De temps en temps, j'ai mes zones d'ombre et je suis perdu. Mais je dispose désormais d'une force infinie. Les autres. Merci. 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 Voilà, j'ai une surprise pour vous et un cadeau, tout de suite pour démarrer. La surprise, c'est chaque table ronde aujourd'hui a eu un grand témoin. Et notre table ronde a décidé que le grand témoin aujourd'hui, ça serait vous. C'est-à-dire qu'on va vous faire un petit peu, on va vous offrir un certain nombre de cadeaux et de temps pour pouvoir réfléchir. Le premier cadeau qu'on vous fait, c'est 1 minute de silence, pendant laquelle vous allez à l'intérieur de vous et répondre à la question qui s'affiche. Qu'est-ce qui me fera dire à 80 ans que j'ai réussi ma vie ? Donc vous allez pendant 1 minute réfléchir. Ensuite, vous tournez vers votre voisin, votre voisine, de préférence celui ou celle que vous ne connaissez pas, et vous allez tout simplement lui dire, sans jugement, sans juste le plaisir d'échanger cette phrase. Et au coup de gong que je ferai, vous finirez votre phrase et puis on démarrera la table ronde. C'est clair ? Voilà, alors c'est parti. Je vous donne un petit coup de gong. Vous avez 1 minute et ensuite vous discutez avec votre voisin ou votre voisine.
Voilà. On a réalisé un petit rêve avec Colette. On a fait un selfie devant vous tous. Voilà, c'était un grand bonheur. Alors, j'ai le plaisir de lancer la table ronde. Merci beaucoup, Colette. Merci pour cette Merci à toi, Gilles. Et donc, merci. Et donc, j'appelle sur scène pour venir s'installer Bénédicte Ravache, qui est secrétaire générale de l'Association nationale des DRH. Vous pouvez l'applaudir. Frédéric Gesque, directrice générale du réseau Entreprendre. Saran Diakité-Kaba, VP Head of Cockpit Research and Development chez Peugeot, PSA. Bonsoir Saran. Laurent Ledoux, directeur chez Prosper, dont le Thalys a bien marché. L'amiral Lajoux, Olivier, donc consultant et conférencier et ancien DRH de la Marine nationale. Et puis enfin, le Benjamin, Olivier de Pembroke, président du Centre des jeunes dirigeants. Alors, si on pouvait mettre la slide sur Laurent. Voilà, on va démarrer avec Laurent, qui est juste à côté de moi. Alors, Laurent, à 7 ans, tu découvres la photo du maître Hanzawa. Est-ce qu'on la voit, la photo du maître Hanzawa? On va la mettre en grand, je pense, que l'on voit sur la photo derrière nous et qui t'a beaucoup touché. Les paroles de ton maître sont restées un mystère que tu cherches à mieux comprendre encore aujourd'hui et surtout à mieux vivre. Peux-tu, s'il te plaît, nous en dire l'essence et puis nous parler de ta quête personnelle depuis ce jour-là? Oui, bonsoir à tous. Oui, voilà, cette photo du maître Hawa me paraît être un symbole magnifique justement de ce dont on va parler, de comment éventuellement se libérer de l'ego. En fait, mon professeur de judo, quand j'avais 7 ans, m'a montré cette image et m'a raconté l'histoire de ce maître Hawa. C'est très simple. On le voit ici, il a plus de 80 ans, il est presque aveugle et il tire à l'arc. Et en fait, il ne rate pratiquement jamais sa cible. Et or, c'est très dur de bander un arc de cette taille et évidemment de ne pas rater sa cible. Et on lui demande, mais comment faites-vous? Et il répond tout simplement, ce n'est pas moi qui tire, cela tire. Évidemment, à 7 ans, moi je comprends absolument rien de ce que cela veut dire, mais cette image reste en moi. Et aujourd'hui, il y a plus de 50 ans, eh bien, elle m'habite toujours. Et elle m'a accompagné toute ma vie jusqu'à présent. Et j'essaye de comprendre ce qu'elle veut dire et de vivre ce qu'elle nous dit. Alors, je vous livre très simplement ce qu'elle me dit aujourd'hui. Eh bien, en fait, toute sa vie, ce maître a travaillé pour devenir un maître du tir à l'arc. Donc il a travaillé sa maîtrise. Et en même temps, pour bien tirer, il ne cherche pas à réussir. Il laisse cela tirer. Alors cela, on peut y mettre ce qu'on veut derrière. Certains diront Dieu, d'autres diront, comme mon ami Jacques Casterman, qui est un grand maître zen, que c'est le corps vivant. Mais en fait, ce que nous dit Hawa, c'est en fait la flèche, l'arc, la cible, moi-même et tout ce qui nous entoure, cela ne fait qu'un. Et c'est pour cela que la flèche est toujours dans la cible. Par rapport à l'ego, qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que d'une part, l'ego, ce n'est pas mauvais en soi. C'est l'ego qui va, entre autres, aider ce maître à développer cette maîtrise du tir à l'arc. L'ego n'est problématique que quand il est au centre de nous-mêmes. Et lorsque le maître nous dit « cela tire », en fait, ce qu'il nous dit aussi, c'est qu'il se laisse traverser par quelque chose qui le dépasse. Et donc, son ego n'est plus centré, n'est plus au centre de tout. Parce que finalement, ce qui nous fait rater la cible, c'est l'ego dans le sens où nous voulons réussir. Et cette volonté est aussi le signe de peur, d'angoisse qui nous fait dévier de la cible. Et donc voilà,
en quelques mots, c'est cela pour moi. C'est trouver ce bon équilibre entre ce qui nous fait vouloir maîtriser quelque chose et en même temps s'abandonner. Pour le résumer, je pourrais prendre aussi cette phrase d'un grand maître indien, Nisargadatta Maharaj, qui nous dit « Quand je sais que je ne suis rien, c'est la sagesse. Quand je sais que je suis tout, c'est l'amour. Ma vie s'écoule entre ces deux pôles. » Eh bien, je pense que c'est là aussi, tout à l'heure, je pense que tu as dit comment trouver le bon centrage entre les deux. Eh bien, c'est une de ces illustrations. Et en tant que manager, modestement, j'essaye de vivre un peu comme le maître Awa vit le tir à l'arc, c'est-à-dire d'essayer de maîtriser les cordes du management tout en me mettant en retrait, tout en mettant mon ego en retrait et au service de ce qui me dépasse, entre autres le groupe avec lequel je travaille. Voilà. Merci Laurent. Ça commence fort, hein. Et dès l'âge de 7 ans. Alors bonjour Bénédicte. Actuellement, vous êtes secrétaire général de l'ANDRH. Vous avez un riche parcours, dont cette année de professeur de philo en Arabie Saoudite. C'est quand même pas rien. Et vous m'avez dit en préparant cette table ronde que l'ego est modelé par le contexte. Quand avez-vous découvert votre ego? Et selon vous, les femmes maîtrisent-elles mieux leur ego que les hommes? Oula, la question est difficile et vous êtes très nombreux finalement ce soir. Oui, je pense que c'est une conviction que l'ego, et sans pour autant être ultra-marxiste, même si c'est une très bonne philosophie, est beaucoup modelé par les circonstances. Et que c'est face à la difficulté qu'on se découvre des ressources, c'est aussi face à autrui qu'on découvre ses propres fausses certitudes. Et c'est vrai que j'ai eu la chance, effectivement, de partir très loin et très jeune, puisque j'avais 20 ans, en Arabie Saoudite, au début d'Internet. Donc la minute était à 8 francs à l'époque, donc on ne téléphonait pas beaucoup. Mais j'avais une grande chance, c'est que je partais sans a priori, parce que je n'avais pas d'idée préconçue sur ce pays. Et c'est un pays qui m'a appris beaucoup de choses par les circonstances, parce que je n'avais plus mes repères. Et donc j'ai été obligée de découvrir, par exemple, que dans un pays d'entrepreneurs, on peut avoir envie d'entreprendre, même si on ne s'était pas du tout destiné à ça. Et je pense qu'il y a une grande nécessité, les auteurs anciens ont longtemps dit qu'il fallait voyager, et je pense qu'il faut voyager pour sortir de ça et découvrir qui on est à l'épreuve de situations différentes, en fait. Et donc je pense qu'on découvre ce que l'on est, loin du regard de ses parents, hein. Il faut que Ulysse parte et mente longtemps. Il faut qu'on sorte du regard qu'on s'est forgé de soi pour découvrir des choses qui sont parfois assez incroyables. Moi, j'ai découvert la peur là-bas parce que c'était bien avant, c'était un peu avant le 11 septembre, et il y avait déjà des attentats et on tirait sur des gens comme ça. Et pour autant, quand vous expérimentez véritablement la peur, vous expérimentez votre propre paralysie et vous expérimentez la confiance que vous faites dans l'autre aussi. Et donc je suis absolument convaincue que voilà, on se découvre comme quand on dessine une pièce à travers une feuille de papier en étant confronté à ce qui n'est pas soi. Et en même temps, on peut avoir cette expérience au bout de la rue avec des gens qu'on ne connaît pas. On n'est pas obligé de partir très loin non plus pour ça. Et est-ce que pour les femmes, ça l'est plus ou moins facilement? Je pense qu'on a facilement tendance à être plus modelé par le regard des autres. La sociologie l'a beaucoup montré. Et donc c'est peut-être un peu plus simple quand on s'extrait physiquement de son milieu de pouvoir le faire. Moi j'ai eu de la chance d'avoir des enfants sans avoir le regard de ma mère, que par ailleurs j'adore et que je salue. Mais je trouve que c'est très différent effectivement quand on n'a pas le regard de son entourage pour avoir le droit d'être ce que l'on est et surtout de se tromper. Très bien. Et la deuxième question? J'ai oublié. D'accord. Sur les femmes. Peut-être tout à l'heure. On verra si l'assistant souhaite la reposer. Alors, on passe. Merci Bénédicte. Donc, en préparant cette table ronde, j'ai eu le bonheur de discuter avec l'ensemble des intervenants, et l'amiral Lajoux, quand je lui ai posé la question l'ego, c'est quoi pour vous? Là, c'était catégorique. L'ego, c'est le pire ennemi. Et puis, il m'a sorti une phrase que je ne connaissais pas.
que l'on voit là-haut, moi qui m'a bouleversé, qui m'a fait réfléchir depuis, qui est, je la lis pour ceux qui ne peuvent pas la lire, c'est « Personne ne peut me blesser sans ma permission ». C'est une phrase de Gandhi. Et donc la question, Olivier, c'est en quoi cela est salvateur pour soi-même et ses compagnons d'armes de suivre une telle philosophie. Bonsoir à toutes et à tous. J'ai beaucoup aimé tout ce qui a déjà été dit. Trouver le bon curseur. À 5 ans, 6 ans, je suis déjà sur l'eau, sur la mer, avec une petite barque. Et la mer s'impose à moi. La mer, c'est cette puissance incroyable, c'est la vie en fait. Un jour, une étudiante me dit « Monsieur, si vous aviez un seul mot pour qualifier la vie, ce serait lequel ?» Tempête de neurones dans mon cerveau et je finis par répondre « surfeur ». Surfeur parce que je pense que, ça a été dit à la table sur le handicap, quelle chance on a d'être en vie. Il ne faut jamais oublier que chaque seconde de la vie est une magie extraordinaire. Et donc, une fois qu'on a compris ça et qu'on accepte qu'on n'est pas maître de tout, qu'on peut tenir l'équilibre sur la vague du surfeur, eh bien, on se soumet à la volonté de la mer, tout en restant libre. Et on trouve ce difficile équilibre entre la liberté et l'acceptation du fait qu'on n'est pas maître de tout. Et alors que je naviguais, puis que je suis devenu marin, j'ai appris à vivre en équipage, et malheureusement à découvrir le pire échec de l'humanité qu'on appelle la guerre. À 20 ans, en 1975, les migrants s'appellent des boat people. Ils fuient les Khmers rouges et il nous faut les récupérer en mer. Et puis, c'est la guerre du Liban et tout ce que j'ai hélas connu et vu. Pour ne pas être un homme en colère, il me fallait aller puiser au fond de moi cette acceptation de lâcher prise, de laisser jaillir la vie comme elle vient. Et je lisais beaucoup et dès l'âge de 14 ans, j'ai découvert cette phrase qui m'a toujours accompagné. Personne ne peut me blesser sans ma permission. Il ne dépend que de moi de ne pas prendre au premier degré ce que les gens font ou disent, de moi, des autres. Il m'appartient simplement de les accueillir et de me positionner par rapport à ça en disant comment je reste libre, comment je reste en énergie positive face à autant de contrariétés. Et pour ça, il faut pouvoir faire le petit pas de côté et simplement se souvenir, comme ça a été dit tout à l'heure par Solène dans la méditation, quelle chance on a d'être en vie. Voilà, et donc je pense qu'une bonne façon de bien trouver le curseur de l'ego, c'est de toujours se rappeler combien la vie est une magie extraordinaire. Pour finir, là encore, c'était une question qui m'était posée, s'il n'y avait qu'une qualité pour un grand dirigeant, laquelle serait-ce? Et je réponds toujours, l'humour. L'humour comme un très subtil mélange d'humilité et d'amour. Humble, je me souviens combien la vie est fragile. Du coup, je l'aime passionnément. L'humour aide à trouver le bon curseur de l'ego. Magnifique. Merci, Amiral. Alors, je me tourne maintenant vers Frédéric. Frédéric, tu as un riche parcours de dirigeante. Comment as-tu personnellement dompté ton ego et réussi à vivre heureuse en position basse et au service de l'autre? Tout ça. Bonsoir à tous, je suis très heureuse déjà de partager avec vous cet échange inspirant et questionnant. Alors pour répondre à ta question, Gilles, déjà je ne suis pas certaine qu'on puisse vraiment dompter son ego une bonne fois pour toutes. Si je pars du principe que mon ego finalement il fait partie de moi, je pense surtout qu'il n'est pas figé, qu'il évolue en permanence au fil de mon expérience de vie, des difficultés que je rencontre, des erreurs que je fais et des leçons que j'en tire, de l'observation des autres aussi. Et puis cet ego, pour moi, il n'est pas non plus négatif. Je peux en avoir besoin. Il peut aussi être nécessaire pour m'affirmer, pour oser, pour entreprendre, pour manager, pour entraîner dans mon engagement mes collaborateurs, mes partenaires, mes clients, enfin tous mes interlocuteurs. Donc pour moi, la question, c'est finalement comment aider cet ego à évoluer au fil du temps, sans sombrer dans le nombrilisme, dans l'orgueil, mais au contraire en valorisant l'estime de soi, la confiance, une ambition saine. Et finalement, le challenge, c'est peut-être de trouver le bon équilibre, le bon curseur, comme vous disiez tout à l'heure, et de se sentir aligné, de le mettre à sa bonne place, en fait, et de se sentir en phase avec lui. Et c'est en cela, je pense que ça peut
que cet ego peut apporter du positif et que je vais le considérer, alors dans les deux sens du terme, hein, le prendre en considération et puis lui apporter aussi de la considération. Alors comment je le gère pour, comme tu dis, être heureuse et au service de l'autre? Je pense en fait que c'est en apprenant à se connaître, donc en travaillant sur soi. Pour moi, c'est un chemin de vie. Moi, je me dis, par exemple, ça fait 27 ans que je travaille, ça fait 25 ans que j'ai des fonctions de management. Et finalement, chaque expérience, chaque erreur, chaque difficulté que je rencontre me permet de grandir et d'apprendre à simplement à mieux me connaître. Je pense que la recette aussi le secret d'un ego maîtrisé, utile, qui peut se mettre en position basse, hein, comme tu dis, Gilles, c'est peut-être aussi de servir une cause qui est plus grande que soi. Hein, de pouvoir travailler, de pouvoir s'engager pour quelque chose qui dépasse ses intérêts personnels, pour un engagement supérieur à ses intérêts personnels. Alors moi, c'est vrai que j'ai la chance de faire ça tous les jours chez Réseau Entreprendre, puisque c'est une cause à laquelle je crois profondément. Quand j'écris dans mon blog et que je porte la cause des entrepreneurs, des dirigeants, des managers humanistes, c'est pas juste mon sujet personnel que je porte, c'est quelque chose qui me dépasse. Et ça, je pense que ça permet effectivement de maîtriser qui on est et son ego. Et puis, je pense qu'il y a d'autres, j'ai essayé de réfléchir quand tu m'avais présenté ta question, aux autres moyens finalement de progresser. Moi, je me dis, par exemple, c'est important de bien garder la capacité à se remettre en cause en permanence, ne jamais oublier qu'on ne sait pas tout, simplement. Et puis aussi apprendre à lâcher prise. Alors je ne sais pas pour vous, on a fait de la méditation tout à l'heure, c'est vrai que c'est pas le plus simple quand même de lâcher prise. Moi je sais que personnellement la sophrologie m'aide beaucoup, je la pratique depuis des années, j'ai découvert la méditation aussi il y a quelques mois, et je trouve que le fait d'être capable de se concentrer sur le moment présent, c'est extrêmement puissant justement pour apaiser un ego qui parfois peut être un peu malmené, hein. Ça permet d'évacuer ses peurs, ses angoisses, d'accepter aussi ses réactions, de se libérer. Ça donne une espèce d'apaisement, un espèce d'apaisement qui est quand même assez formidable. Voilà. Et puis si, quand même très important, je m'étais noté aussi, je pense que pour dompter son ego, comme tu dis, la question n'est pas facile, je pense qu'il est essentiel de cultiver l'optimisme. Je crois que si on est positif, si on a confiance en soi, et ben autour de soi, on va réunir de l'énergie collective et pas de l'intérêt individuel. Voilà. Merci Frédéric. Alors, je me tourne maintenant vers Olivier de Paimbroc. En préparant cette table ronde, vous m'avez dit l'ego est très important pour être président, pour être directeur général, il en faut. Mais il faut en faire bon usage et le mettre au service d'une cause, au service des autres, un peu ce que nous disait Frédéric. Pour vous, la cause actuelle, c'est le CJD, entre autres, et puis votre entreprise. Pourriez-vous nous en dire un petit peu plus sur votre parcours personnel et comment vous en êtes arrivé à maîtriser votre ego, tout simplement? Merci Gilles pour cette question. Bonsoir à tous. La question est forcément un peu intime puisque c'est mon parcours et donc je ne vais pas vous apporter une grande théorie sur l'ego philosophique. La base de mon parcours, c'est d'énormes gamelles. Je pense que c'est dans notre capacité à se relever qu'on arrive à acquérir ce que disait Olivier, de l'humour, et de l'humilité et de l'amour. Et donc, le point de départ, c'est la gamelle de trop, qui dit là, faut plus, là, c'est voilà. Et en fait, j'avais pas, moi, quand j'ai entamé ce voyage fabuleux, alors pas à travers le monde, mais le plus beau voyage que l'on peut faire à travers soi, j'avais pas envie de dompter mon ego, j'avais juste envie de mieux comprendre mes émotions. Parce que je suis convaincu, après coup, c'est plus facile d'écrire le passé que le futur, que en fait l'ego il se nourrit de notre conscience, mais l'ego qui vient nous polluer, c'est celui qui se nourrit de nos émotions, de la peur, mais de la colère. Combien de gens colériques nourris par leur ego, leur colère nourrit un tel ego qu'ils en viennent dévastateurs, ça devient une arme de destruction humaine. Et donc moi j'ai entamé un parcours pour mieux apprendre à dominer mes émotions, à les comprendre dans un premier temps, et puis à voir celles qui pouvaient être des forces,
et celles qui s'avéraient être des freins. Et puis au travers de ce parcours qui m'a permis de prendre conscience que j'utilisais qu'une seule des 4 armes, on peut identifier 4 émotions primaires, la colère, la joie, la peur et la tristesse. J'utilisais moi essentiellement la colère, et puis quand j'avais le temps un peu la joie. Je laissais de côté la peur et la tristesse, et je me suis rendu compte qu'en utilisant ces 4 leviers, eh bien ça faisait de moi quelqu'un beaucoup plus humble. Et du coup, je faisais moins forcément peur aux autres, que j'affirmais les mêmes messages, mais qu'ils étaient davantage audibles. Et donc du coup, à ce moment-là, on apprend à jouer avec ce curseur dont on parle depuis tout à l'heure, entre un ego dévastateur et un ego inspirant, un ego qui se nourrit d'amour, d'un ego qui se nourrit de haine. Et c'est grâce à cette gestion émotionnelle, en tout cas que moi, j'ai compris comment manipuler ce curseur. Après, je pense que chacun a besoin de faire son propre parcours pour trouver, je dirais, sa manière de faire fonctionner ce curseur. Merci Olivier. Alors en préparant cette table ronde, on a demandé une photo à Saran, qui nous a dit moi je donne une photo, mais c'est avec mon équipe. Comme lorsque je suis allé récupérer mon trophée de la femme de l'année de l'innovation. Et puis quand je lui dis il faut mettre une phrase, elle m'a dit non, j'aime 2 phrases, donc on mettra 2 phrases. Voilà, ma question c'est qu'est-ce qui vous a construit ainsi ? Oh la question. Bonsoir à tous. Qu'est-ce qui m'a construit ainsi ? J'ai envie de dire les rencontres, les autres. Elle est délicate pour moi en fait cette thématique de table ronde, parce que la question de l'égologie est une question que je me suis jamais vraiment posée. Donc quand on se la pose comme ça et qu'il faut y réfléchir, déjà on se pose la question de la définition de l'ego, quelle est la logique associée à un ego, et après on essaie de voir finalement comment est-ce qu'on s'inscrit parmi les différentes définitions, parce qu'il y en a plusieurs, et puis on a pu faire un petit tour de table de la manière dont chacun d'entre vous quelque part se l'était approprié, cette terminologie. Pour ma part, je me la pose toujours pas vraiment en fait, donc je vais peut-être faire hors sujet, je suis désolée. J'aime bien je voudrais juste faire un petit pas de côté pour parler de l'altruisme, parce que pour moi quelque part cette question de l'ego a peut-être en miroir la question de l'altruisme. Quelle est ma relation aux autres, et quelle est la relation que j'ai vis-à-vis de moi, vis-à-vis des autres, toujours en miroir de mon alter ego. Et ce qui me permet en tout cas de vivre assez sereinement la relation que j'ai avec moi-même, c'est le fait d'être dans une dynamique d'accompagnement des autres, que ce soit dans le cadre de mon management ou dans le cadre de l'enseignement que je fais dans certaines écoles. Ce qui m'intéresse, c'est quelque part de me faire évaluer par les autres. Donc mes étudiants m'évaluent, moi je leur fais des commentaires, mais eux ils me notent. Et avec mes équipes, c'est un petit peu pareil aussi. Donc, c'est ça fait penser un petit peu le mode de management qu'on a au sein de mes équipes à la démocratie participative qu'on peut observer à Porto Alegre, au Brésil, où j'ai eu l'occasion de travailler, et qui permet à chacun, quelque part, de se sentir égal à son manager et d'avoir la possibilité de parler, d'avoir un droit de parole. Bien sûr, il y a des experts, bien sûr, il y a des débats d'experts, mais sur le terrain, ce qui est intéressant, c'est ce débat, ce libre-échange d'informations, d'avis, qui permet à chacun d'avoir une place finalement dans le dispositif, au-delà de l'organigramme, au-delà des questions du chef et des égos de chef, ce qui, en tout cas, me donne envie de me lever le matin pour reprendre un petit peu la question qui était posée juste avant. Voilà, qu'est-ce qui fera que vous aurez réussi votre vie à 80 ans ? C'est vraiment ça, que j'ai pu faire des rencontres et que ces rencontres aient pu me nourrir et nourrir également les personnes qui m'ont rencontré, et que j'ai eu la sensation d'avoir pu les accompagner sans regret, en tout cas, dans ce que j'avais envie de leur donner et de ce qu'ils avaient envie de me donner en retour. Voilà, petit hors-sujet. Merci, bravo, merci. Donc ce premier tour, vous l'avez compris, et je pense que c'était important, et je vous remercie tous les 6, parce que c'était des questions très personnelles, et je pense que c'était important, dans un débat comme aujourd'hui, de parler déjà de soi. Maintenant, nous allons aborder la deuxième partie, qui est le manager du 3e type, au travers de vos expériences dans vos différents écosystèmes. Et c'est là on va pouvoir ouvrir et puis écouter dans quel monde on se projette, ou même dans quel monde on est déjà pour nombreux d'entre vous. Alors Laurent,
en tant que directeur général, tu as initié la libération du ministère belge des Transports. De quoi doivent se libérer les organisations, à ton avis ? Bien, en fait, dans la prolongation de ce que je disais tout à l'heure, je pense qu'on me demande souvent, mais tu parles de libération des entreprises ou des organisations, mais de quoi il faut se libérer ? Je réponds tout simplement de l'ego des managers. Parce que la libération d'une organisation, qu'on l'appelle libération ou autre chose, peu importe, elle passe toujours, ou elle nécessite au moins au départ, une transformation personnelle de ses dirigeants. Je ne pense pas qu'on puisse véritablement mettre en œuvre cette gestion plus participative, plus agile, etc., si au niveau personnel, les managers n'ont pas fait un travail sur eux-mêmes. Et j'ai la chance aujourd'hui bien de travailler avec des gens qui s'engagent dans cette voie-là. On a vu tout à l'heure Nicolas Hénon, qui en est un exemple, et il y en a beaucoup. Voilà, c'est travailler sur soi pour être dans cette posture basse, comme vous l'évoquiez tout à l'heure, d'ouverture. Et si vous voulez, ça rejoint tout ce qu'on a dit, je pense, sur mettre les choses au bon curseur. Vous connaissez probablement, beaucoup d'entre vous, la spirale dynamique. La spirale dynamique montre un peu les différents niveaux de conscience au travers desquels une personne, un individu ou une organisation, une société peut évoluer. Quand on parle de libération, en fait, ou de réinvention des entreprises, si on prend le livre de Frédéric Laloux, eh bien, ça correspond au niveau jaune ou turquoise, ou opale, peu importe la couleur. Mais en gros, ce sont des organisations, des personnes qui sont au niveau jaune ou turquoise, qui peuvent justement trouver le bon curseur en fonction de ce que la situation requiert. C'est-à-dire d'être dans une posture ouverte pour faciliter la participation, pour faciliter le développement de chaque personne dans l'organisation, mais qui peuvent aussi prendre des décisions parfois difficiles ou dures lorsque c'est nécessaire. C'est-à-dire de ne pas être dans le consensus mou, ne pas non plus être dans la concurrence bête et individualiste, mais trouver à chaque situation le bon curseur et être finalement dans une relation par rapport au leadership qui est un leadership de puissance et non pas de pouvoir. On peut distinguer les deux en disant leadership de pouvoir, c'est celui qui va imposer son autorité, qui va essayer finalement de faire que les autres exécutent ce que l'on veut, alors que le leadership de puissance est celui qui veille à ce que chacun dans l'organisation puisse développer sa propre puissance. Voilà, en quelque sorte, c'est cela pour moi, cette expression d'un ego libéré chez les managers. Et est-ce que tu as l'impression qu'il y a de plus en plus de managers qui se libèrent de leur ego ? Tu en accompagnes Oui, je pense qu'on voit effectivement dans la société aujourd'hui une évolution qui va dans ce sens, avec bien sûr en même temps des tas de régressions. Je n'ai pas besoin de citer quelques grands chefs d'État aujourd'hui, outre-Atlantique, qui sont les symboles de ce type de régression. Mais en même temps, on voit, et c'est là que j'ai beaucoup d'espoir, dans beaucoup d'organisations, y compris privées, eh bien, je vais dire, des gens qui travaillent sur eux-mêmes pour pouvoir permettre à leurs collaborateurs d'émerger, de gagner en puissance, comme je le disais tout à l'heure. Et il me semble que c'est nécessaire aussi, par rapport à la société de plus en plus complexe dans laquelle nous nous trouvons, que de passer à ce niveau de conscience. Très bien. Merci Laurent. Donc, je me tourne vers Bénédicte. Bénédicte, alors dans l'écosystème de l'ANDRH, ou peut-être à votre niveau aussi, on a l'impression qu'il y a moins d'appétence pour les dirigeants super-héros. Est-ce que vous notez ça et comment vous voyez l'évolution ? Alors effectivement, il y a une évolution vers une représentation de façon globale de la puissance qui est un peu différente, qui est de dire que être leader, c'est entraîner, c'est donc créer de l'adhésion plus qu'être tout seul devant. Je pense que ça, on en revient. Pour autant, c'est éventuellement être le premier qui découvre. Dans la notion d'entrepreneuriat, il y a aussi ce moteur qu'il faut aussi parfois cultiver. Il y a aussi l'idée que les choses s'apprennent.
On n'est pas leader, on le devient, on peut apprendre, on peut se tromper, on peut découvrir des zones d'ombre, et il faut se connaître, apprendre à se connaître, vivre de ces hésitations aussi pour comprendre mieux pourquoi l'autre peut aussi avoir ces hésitations-là. Et alors, pour le coup, je pense que de plus en plus d'organisations ont la possibilité de mettre en place des dispositifs de développement de leur manager qui s'appuient justement sur ce constat, avec des formes de plus en plus variées d'ailleurs de dispositifs pédagogiques. Donc il y a vraiment moyen de trouver des choses qui font écho à chaque culture d'entreprise aussi. Moi, le point sur lequel je voulais revenir, c'est finalement quand on met tout ça en place, et il y a beaucoup de choses qui sont possibles, de montrer que le collectif a beaucoup plus d'impact qu'être toute seule, parce que finalement, une entreprise, c'est faire ensemble ce qu'on ne pourrait pas faire tout seul. Donc si on l'oublie à un moment, on s'arrête au pas qu'on aurait pu faire quasiment sans avancer. Moi, le point qui m'a toujours assez fascinée, c'est finalement ce que raconte la littérature et le théâtre à longueur de temps. Elle nous parle des hommes, elle nous parle de ce que les hommes ont de fascinant et parfois de décevant. Et la littérature tragique antique nous parlait d'une chose qui, je trouve, est parfois très visible. Quand on a un manager qui tout d'un coup part en vrille, on a juste la démonstration de ce que les Grecs appelaient l'hubris. C'est-à-dire le moment où on perd pied, en fait. On perd pied, on perd la mesure des choses, ce que les Grecs appelaient c'était la mesure des choses. C'est-à-dire je n'arrive plus je suis portée tellement par ma colère, mon ventre, par la joie que j'ai d'être en position de leader, qu'à un moment, je perds pied. Et en général, je suis le premier ou la première à en subir les conséquences. On a tous, et c'est un grand point de vigilance d'ailleurs pour les fonctions RH, de dire comment est-ce que je permets à quelqu'un de se mettre en situation de découvrir ce qu'il ne pensait peut-être pas pouvoir faire, et en même temps, pour utiliser des termes un peu excessifs, ne pas le caraméliser en le mettant dans une situation où finalement il va sortir de ses gonds. Et une fois qu'on a dit ça, en fait le plus dur est à faire. Parce que on a tous l'exemple alors de celui ou de celle qui s'est mis juste dans la situation où il n'arrivait plus à apprécier, où il devenait finalement aveuglé par son ego. Et tout d'un coup, on le voit, il y a une espèce de filtre, c'est-à-dire c'est plus rationnel, on passe sur autre chose. Alors les Grecs nous mettaient des tragédies devant la figure pour nous dire regardez à quel point c'est grave et ce qui va vous arriver. On n'a plus si souvent sous les yeux ce genre d'exemple en disant essayez de trouver la juste mesure. Peut-être que la juste mesure, c'est ce pivot qu'il faut trouver, mais qu'il faut trouver tous les jours. Donc c'est dans ce sens-là. Et je pense qu'un des meilleurs moyens peut-être de ne pas perdre pied, c'est quelque chose qui je trouve est de plus en plus valorisé dans les entreprises, qui est la collégialité. Quand on n'a pas un rapport trop exclusif avec ses collaborateurs, quand on fait le pari d'écouter aussi d'autres avis, on se met peut-être un peu à l'abri de cette tendance qu'on pourrait avoir à être emporté à un moment ou à un autre par un ego, surtout quand finalement on ne s'enflamme que sur des modèles qui ont déjà fait ses preuves. En général, quand on perd pied, c'est pas qu'on utilise quelque chose de nouveau, c'est qu'on perd de vue que ce qui marchait peut-être avant n'est peut-être plus valable ou pas dans la même proportion là. Donc il faut se méfier du succès en fait, de ce qui semble avoir fonctionné. On apprend beaucoup de l'erreur, on se le dit, mais la réussite peut être parfois une grande tentation. Beaucoup de sagesse. Oui. Merci Bénédicte. Olivier, donc amiral Lageau. Alors vous avez une très belle théorie du jeu nous. Que pour ceux qui ne la connaissent pas, je crois que ça serait bien de la rappeler. Et puis, quelles évolutions dans le commandement militaire, dans le commandement de la marine, c'est quoi l'évolution pour vous? Comment on se projette, tout simplement? Alors, le genou, on va embarquer. C'est quoi vivre en équipage à bord d'un bateau? On s'en va un jour de Brest ou de Toulon et on reviendra 7 mois plus tard, entre 4 et 7 mois plus tard. On va vivre 350, 400, 200 selon la taille du bateau, hommes et femmes, moyenne d'âge 30 ans. On va vivre des aventures étonnantes, on va devoir vivre ensemble, tous ensemble, dans l'univers fermé du bateau, partager les lieux communs, etc., etc. Vivre au rythme du quart par tiers. C'est joli le quart par tiers. Faire le quart en 3 équipes par tiers. Et donc, chacun sera à sa place. Le plus beau modèle d'entreprise libérée que je connaisse, c'est un bateau de la Marine nationale. Pourquoi? Parce qu'il y a des petites formules toutes simples.
La fonction prime le grade. Ainsi, le commandant, qui ne peut pas passer 7 mois sans dormir, va dormir la nuit en laissant le soin à un jeune homme ou une jeune femme de 25 ans d'être l'officier chef du quart. Et ce personnage a autorité sur l'ensemble de l'équipe de quart. Quand bien même à la machine, le chef mécanicien est de quart et a plus de galons que le gamin d'en haut, c'est le gamin d'en haut qui a autorité, la bonne autorité, celle qui fait qu'on est un équipage. Ensuite, un équipage n'a la force que de son maillon le plus faible. Le maillon le plus faible, c'est cet officier qui, victime du syndrome d'Atlas, se pense responsable de tout. Ou c'est ce petit gamin à la machine qui, perturbé par quelque chose, va faire une faute professionnelle et très vite, c'est l'ensemble du bateau qui peut faire naufrage. Donc tout le monde dépend de tout le monde. C'est une chaîne. Une des grandes façons d'oublier son ego, c'est de partager en permanence avec tout le monde comment fonctionne l'organisation. Donner à chacun la vision d'ensemble et le rôle important qu'il y joue. Reconnaître quelqu'un, c'est lui dire « on a absolument besoin de toi, tu ne peux pas nous lâcher. Sans toi, la chaîne est cassée et c'est foutu, on a tous perdu. » Ensuite, le genou, c'est justement ça. On est en plein dans l'entreprise libérée. Plus on va être capable de permettre à chaque jeu, JE, d'être autonome, responsable. Il n'y a pas de liberté sans responsabilité, il n'y a pas d'autonomie sans conscience de ce que l'on a à faire. Heureux, tout ce qui a été dit tout à l'heure, ça a du sens, on est tous motivés par la même chose. On vit la même histoire, il n'y a pas la tête d'un côté et les jambes ailleurs. Tout le monde est dans la même aventure et on en comprend le pourquoi. Alors, ce jeu va apporter tout son talent. Mais si on en fait un jeu égotique, comme je dis souvent en riant, tu peux recruter 11 Neymar, tu les mets direct sur le terrain, il ne va rien se passer, 0 but. Mais il y aura des grands talents. Et donc, comment on construit le nous? C'est quoi le nous? Eh bien, le nous, c'est ce que font très bien beaucoup d'entreprises aujourd'hui, des démarches de vision. Quelles sont les valeurs qui nous guident? C'est quoi notre rôle au service de la société, de l'humanité? La RSE est en soi un levier formidable pour donner du sens, se mobiliser sur des choses positives et utiles. Et donc le genou, ça là, qui nous permet d'être très libre, c'est quand le genou commence à aller moins bien et qu'on marche moins facilement, qu'on monte moins facilement les escaliers, qu'on skie nautique, moi j'ai jamais fait du ski alpin mais j'ai fait du ski nautique, et que le genou est mobile, qu'on est libre et mobile. Quand il commence à dysfonctionner, on perd beaucoup en liberté et en mobilité. Et donc, genou, G-E-N-O-U, peut se écrire J-E-N-O-U-S dans l'entreprise et aller chercher cette subtile alchimie qui fait que ça va fonctionner. À la tête de ça, il y a le commandant, se le mettre à bord après Dieu, dit la formule, c'est effrayant. Et donc, j'aime pas trop la formule que j'ai entendue plusieurs fois qui dit le point bas. Non, il ne s'agit pas d'être au point bas ou au point haut, il faut être au point juste. Et donc, c'est toute la difficulté du surfeur, le juste équilibre. Il y a des moments où il faut être un peu plus exigeant, d'autres un peu plus bienveillant. Et donc il faut aimer l'équipage en sentant à quel moment il est fatigué et va commettre des erreurs, ou au contraire trop décontracté et là aussi potentiellement commettre des erreurs. Et donc jouer subtilement de ce fil, de ce bon équilibre du genou, et celui qui doit leader tout ça doit en permanence, comme tu l'as très bien dit, ne jamais se priver de ce que les autres apportent, donc de toujours être dans ce partage. Pour finir, bien dirigé, c'est chercher en permanence le juste équilibre en partageant beaucoup et en donnant et en allant chercher toujours plus haut, jamais plus bas. On ne bâtit rien sur du négatif, on bâtit tout sur le positif. Merci Olivier. Frédéric, alors Réseau Entreprendre accompagne des milliers de dirigeants et ceux qui les accompagnent sont eux-mêmes des dirigeants que tu appelles, si ma mémoire est bonne, du mentorat entrepreneurial, des mentors entrepreneuriaux. Des accompagnateurs, oui. Ou accompagnateurs, voilà. Donc c'est un merveilleux observatoire pour toi. Alors c'est quoi le manager du troisième type? Alors c'est vrai que Réseau Entreprendre est un bel exemple d'ego mis au service d'un projet et non pas d'un projet mis au service des égos. C'est sûr que quand les milliers de chefs d'entreprise bénévoles du réseau s'engagent dans nos associations, donnent du temps pour accompagner les entrepreneurs, ils dépassent leur ego personnel
pour se mettre au service d'une cause, d'une œuvre qui leur est supérieure. Et c'est vrai qu'en ce sens, il me semble qu'ils répondent bien à ce que doit être un manager aujourd'hui ou demain. Aujourd'hui, un manager, il ne peut plus être égocentré. Jusqu'à présent, enfin dans le passé, et malheureusement encore parfois aujourd'hui, vous en parliez tout à l'heure, le manager pratiquait ce qu'on appelle parfois l'ego management, c'est-à-dire il est tout en haut de la pyramide et du haut, il donne ses ordres aux autres. En gros, c'est j'ai le pouvoir, je détiens le savoir et je vais imposer les actions à mener pour atteindre mes propres objectifs. C'est vrai que cette manière de faire, qui est finalement une véritable dictature de l'ego, aujourd'hui, ça ne peut plus fonctionner. C'est de moins en moins supportable, tout simplement parce que l'entreprise se transforme. On est passé d'un pouvoir finalement qui était très vertical à un pouvoir qui est de plus en plus partagé. Et aujourd'hui, ça ne peut plus fonctionner. Dans le nouveau monde dans lequel on vit, on est quand même porté aujourd'hui par le digital, par la techno, par de nouvelles aspirations aussi des salariés. Je pense que notre légitimité de manager, de dirigeant, on va aller la chercher de moins en moins, on va la puiser de moins en moins dans nos compétences, nos expertises, encore moins dans des missions de contrôle, mais au contraire, de plus en plus dans notre capacité à apporter de la vision, à impulser du positif, et aussi dans notre capacité à partager les responsabilités et à définir collectivement en fait des règles du jeu pour l'ensemble des collaborateurs. Je pense que, pour moi, le manager du troisième type, ça doit être un accompagnateur, un coach qui va aider les collaborateurs à s'adapter au changement, à développer leur agilité, leur capacité d'innovation, et qu'aujourd'hui, le rôle du manager, c'est de développer la coopération, l'intelligence collective. Et c'est sûr que si on est contrôlé par notre ego, c'est juste pas possible, puisque dans ce cas-là, forcément, l'ego, il va provoquer des tensions dans les relations de travail, des jeux de pouvoir dans les équipes, donc ça ne peut pas fonctionner. En plus, manager, travailler avec son ego, c'est travailler tout seul. Et aujourd'hui, c'est plus possible non plus de travailler seul dans l'entreprise. Aujourd'hui, le manager, il doit mailler, il doit faire travailler ensemble des équipes qui sont souvent beaucoup plus complexes que par le passé, souvent des équipes éclatées géographiquement, multiculturelles, intergénérationnelles. Moi, je le vis dans notre petite équipe chez Réseau Entreprendre, on est un peu tout ça à la fois, et c'est vrai qu'on travaille énormément à distance, avec les outils digitaux, sans se voir forcément, et finalement, moi, où je puise mon énergie, c'est dans la confiance que je vais donner à chaque collaborateur, à l'autonomie, à la responsabilité en fait de chaque collaborateur. Je pense qu'on doit se libérer de ce poids hiérarchique pour justement pouvoir donner aux collaborateurs, mais vous le disiez très bien aussi, les clés pour être autonome et responsable. Et aujourd'hui, pour manager, il ne faut certainement pas refuser son ego, je pense qu'il faut l'intégrer. Il faut aussi renoncer à la toute-puissance au profit de la confiance, donc être vraiment dans cette relation de confiance. Et finalement, le manager, il ne peut plus exister que pour servir ses équipes et son entreprise, et pas son ambition personnelle. Et c'est seulement finalement si l'ego du manager est maîtrisé qu'on parviendra à mettre en mouvement le groupe, et donc à fédérer, à entraîner, à donner envie, à créer finalement cette intelligence collective et puis cette capacité à réussir ensemble. Voilà, donc en gros, juste pour conclure peut-être, je dirais que le manager du troisième type, pour moi, c'est quelqu'un qui est animé par l'envie de voir ses collaborateurs se développer, grandir, devenir autonome, et certainement pas par l'envie d'avoir du pouvoir. C'est quelqu'un qui a compris que l'entreprise, aujourd'hui, c'est un écosystème vivant dans lequel chaque collaborateur a une raison d'être et quelque chose à apporter, une interaction à créer. C'est quelqu'un, comme on le disait tout à l'heure, qui va se mettre au service d'un projet ou d'une cause qui va être supérieure à son ambition personnelle, ou encore pire, à son orgueil. Et puis, je pense que c'est quelqu'un aussi qui doit accepter d'être soi-même, de travailler sur soi, de lâcher prise, ne serait-ce que pour aider à développer l'énergie collective autour de lui. Merci. Oui, Riyad.
Alors, je teste l'égologie de chacun d'entre vous, désolé. Juste un petit problème technique, il y a un tournage qui est en train de se dérouler, et ceux qui ont laissé leur voiture, que ce soit les bénévoles, les techniciens ou les personnes qui ont animé les ateliers, il faut juste qu'on déplace les véhicules, ou sinon elles vont partir à la fourrière. Donc, ceux qui ont des véhicules, je vais me mettre dans le fond, je vous attends, et on descend ensemble pour faire tout ça. Merci. Et les autres restent, bien sûr. Alors, après cette annonce, Olivier, donc le Centre des jeunes dirigeants, tu as 29 initiatives en route, tu fais travailler tout le monde pour déterminer le monde de demain. C'est quoi le manager du troisième type pour les jeunes dirigeants en France aujourd'hui ? Avec beaucoup d'humilité, nous, aujourd'hui, membres du CJD, alors déjà, c'est 118 associations locales qui travaillent et 29 comités de pilotage nationaux, donc on n'est pas grand-chose, entre guillemets, à Paris par rapport à la richesse territoriale. Mais on n'est pas grand-chose même dans l'histoire du CJD. On est juste les dignes héritiers d'un visionnaire qui avait 27 ans en 1938, donc on sort de la crise de 36, il s'appelait Jean Mersch, et il définissait ainsi le leader. Il disait être un leader, c'est diriger, mais c'est avant tout servir. Un leader, sa principale mission, c'est de rendre un collectif harmonieux. En 1938, il disait il faut impérativement que la rentabilité économique soit un moyen et non un objectif. Alors, Milton Friedman ne serait pas forcément d'accord avec cela, forcément. Et donc, du coup, je pense que le CJD, depuis 80 ans, a envie de faire la peau un peu à l'école économique de Chicago, qui définit comme objet premier d'une entreprise la rentabilité qu'elle apporte à ses actionnaires. Quelle stérilité. Et notre ambition, et vraiment avec beaucoup d'humilité, c'est juste déjà faire prendre conscience à nos adhérents qui peuvent être bien plus humanistes qu'ils le soupçonnent, que le premier levier de motivation dans une entreprise, ce n'est pas l'argent, mais l'amour. Déjà pour soi, aimer son entreprise. Combien de dirigeants n'aiment pas leur métier? C'est compliqué de diriger une équipe quand on n'aime pas soi-même sa boîte. Donc on les accompagne déjà pour écrire en conscience le costume des dirigeants qui leur va bien, pour qu'ils puissent tailler à la hache ou au scalpel leur entreprise de manière à ce qu'ils l'aiment, et puis qu'ils puissent avoir une équipe qui croit en projet que le dirigeant a bien envie de porter. Et à ce moment-là, on ne parle plus d'ego, il y a une espèce d'alchimie. En fait, au bout d'un moment, il ne faut pas se poser trop de questions. Quand on met tous les ingrédients au fond d'une marmite, eh ben, ça marche. Par contre, quand on fait la cuisine pour toutes les cuisinières ou cuisiniers qu'il y a dans la salle et qu'on répond à la lettre, à la recette, c'est marrant, il y a quelque chose qui manque. Quand toi, tu le fais, tu ne suis pas la recette, c'est magique. Quand moi, j'ai fait exactement, j'ai mis 127 grammes 50, j'ai touillé 2 minutes 50, ça ne fonctionne pas. Ben non, parce qu'il manque quoi? L'amour. Et qu'une cuisinière ou un cuisinière, il aime cuisiner. Eh ben, un dirigeant, un manager, il doit aimer diriger. Il doit aimer diriger des individus et il doit leur offrir un projet qu'il aime. Et à ce moment-là, il y a tout qui se passe bien. Voilà les travaux du CJD. C'est à la fois simple et je trouve ça extrêmement ambitieux. Et super encourageant pour la suite. Bravo, bravo Olivier. Alors Saran, vous impulsez le changement chez PSA. Vous avez fait un certain nombre de transformations. Ça sera intéressant de savoir comment vous avez démarré ça. En plus, tout le monde vous suit maintenant. C'est quoi le manager du troisième type? Merci. Oui, j'essaye à mon petit niveau de contribuer au changement de cette très grosse entreprise qui, si vous suivez un petit peu l'actualité, change tous les mois quand même. Alors, qu'est-ce que c'est que le manager du troisième type? Quand on en a discuté la première fois, je me suis dit, tiens, je ne connais peut-être pas bien le premier ni le deuxième, alors le troisième, ça va être compliqué pour moi de vous répondre. En revanche, on est au XXIe siècle, je parlerai volontiers du manager du XXIe siècle. Et tel que je le conçois aujourd'hui, c'est vraiment un manager méthodologue. C'est quelqu'un qui explique comment se passent les choses. C'est quelqu'un qui donne du sens. C'est un peu comme un enseignant par rapport à un professeur. Un professeur, ça professe, ça cadre, ça explique les choses de telle sorte à ce que le dogme soit respecté et soit exécuté, alors qu'un enseignant, il accompagne, il explique, il apprend à apprendre,
mais il ne fait pas à la place. Et il ne dicte pas non plus. Donc pour moi, ce manager du XXIe siècle, c'est presque comme un enseignant bienveillant qui donne tous les outils méthodologiques à ses équipes pour qu'elles grandissent, pour qu'elles développent leur propre leadership. La question n'est pas la question de l'ego, c'est la question de comment est-ce qu'on permet à chacun de développer ses propres compétences, qu'elles soient techniques ou comportementales, dans l'objectif de servir, j'aime bien la notion de cause, de servir quelque chose qui est plus grand que soi. Les transformations auxquelles j'ai souhaité contribuer pour le groupe PSA sont les transformations qui correspondent aux transformations que je veux pour le monde. Voilà, j'ai des valeurs très écologiques. Je roulais en voiture, je roule en voiture depuis quelques temps, mais je roulais plutôt en moto avant, parce que c'est plutôt ce type de véhicule qui me convient en tout cas. Et j'avais envie de faire évoluer l'automobile parce que je n'aimais pas l'automobile, voilà, tout simplement. Donc je suis rentrée dans l'automobile parce que je n'aimais pas l'automobile et que j'avais envie que peut-être l'automobile prenne un autre chemin qui est plus en accord avec mes valeurs, qu'elle soit plus électrique, plus intelligente, plus autonome, qu'on passe plus de bon temps dedans et pas simplement comme ce que j'ai vécu pour venir vous rejoindre là, juste, ça m'a mis 2 heures pour arriver. L'enfer sur Terre quand on est dans les bouchons, pris en otage dans cette espèce de machine de métal. Qu'est-ce qu'on peut faire pour concevoir de l'amour, pour concevoir quelque chose qui donne envie d'être dedans et de passer du bon temps tous ensemble? C'est pas forcément l'automobile de demain, c'est pas forcément celle d'aujourd'hui. Donc moi je suis venue pour contribuer à cette émergence-là. Ça prend beaucoup de temps dans l'automobile, c'est pour ça que ça fait beaucoup de temps que je suis dans l'automobile. Je pensais pas que ça prendrait autant de temps entre vous et moi, mais ça arrive. Ça va arriver même plus vite que ce qu'on pense, et peut-être que l'automobile de demain sera prête avant que les gens soient prêts à l'accueillir. Et ça, ce sera marrant à voir. Merci beaucoup. Alors, on clôt cette partie. Ce que je vous propose, comme vous êtes le grand témoin ce soir, c'est un petit temps, une petite minute, chacun. Qu'est-ce que j'ai appris? Comment ça me parle, cette soirée, cette table ronde? Et puis ensuite, 2 minutes de discussion avec votre voisin, votre voisine, pour nous préparer une question commune ou un commentaire commun. Et ensuite, on répondra à cela. Je ne sais pas si le temps imparti a changé. Donc, enfin, en tout cas, je vous dirai de combien de temps on dispose. Mais tout de suite, une petite minute. Voilà. D'intériorité, et ensuite partage avec vos voisins et voisines. Et on en fait de même ici. Qui a envie de poser la première question ou nous faire part de son commentaire? Donc il y a des micros dans la salle. Je crois au premier rang, madame. On a 2 questions, nous. La mienne, c'est est-ce qu'on peut être un leader sans avoir d'ego? Est-ce qu'on peut être un leader sans avoir aucun ego? Ah, la question est pour qui? Tout le monde qui a envie de répondre? Est-ce qu'on peut être un leader sans ego? Sans avoir aucun ego? Le chemin pour devenir un leader sera de découvrir cet ego. Je pense qu'on a tous un ego. C'est à quoi il répond qui est différent. Et effectivement, on a l'image de l'ego unique, mec écrasant, mais on peut être un ego gentil, empathique. Et donc l'objectif est, pour devenir un leader, de trouver son ego. Parfois de l'écraser, parfois de le révéler. Bénédicte? Oui, j'ai envie de vous dire, est-ce qu'on a envie de parler à quelqu'un? C'est-à-dire quand on a un... Ça marche pas? Je vais le faire plus fort. Merci beaucoup. Je pense que c'est difficile d'avoir un manager ou un leader qui n'a pas d'ego, parce qu'on a envie de s'adresser à quelqu'un. Je pense que ce qu'on espère, ce serait peut-être la différence entre un leader et un manager artificiel. Peut-être qu'une intelligence artificielle pourrait ouvrir le champ des possibles, imaginer plein de choses, mais finalement, un leader, on attend d'avoir quelqu'un. Peut-être avec ce qu'on disait, avec ses fragilités, avec sa folie, avec ce qu'on ne peut pas justement prévoir. Et donc je pense que c'est pas possible d'imaginer un manager sans ego ou un leader sans ego. Toute la question derrière, effectivement, c'est quelle dose, quelle plasticité de l'ego, quel développement et quelle conscience d'abord pour le leader de l'ego qu'il a. Mais s'il n'y en avait pas, pour moi, ce serait une figure, ce serait un peu les représentations qu'on a de, je sais pas, de Dark Vador ou de quelque chose qui serait dans le fond pas humain. Parce que ce qui fait qu'on est humain, c'est notamment l'ego.
il y avait une deuxième question. Oui, Si. allez-y. Travail collectif, donc, sur l'intérêt de la prise de conscience. En fait, la question, elle est double. D'après vous, quel est le degré de prise de conscience de ces questions d'ego et de leurs impacts positifs, parce que l'ego, on l'a bien compris, peut être un moteur, mais aussi des impacts négatifs dans les entreprises françaises ou installées en France aujourd'hui. Et la deuxième partie de la question, c'est comment on peut accélérer cette prise de conscience, parce que tout ce qu'on se dit là, on est un peu entre guillemets entre nous, enfin, on a l'air de partager tous un petit peu tout ça, mais c'est pas partagé par tout le monde. Enfin, c'est pas la conscience que j'en ai en regardant et en observant tous les jours les entreprises. Laurent ? Comment l'accélérer, c'est, je pense, effectivement la bonne question. Et surtout, je dirais, ici, on est finalement un petit comité. Ce qu'il faudrait, c'est que ça percole dans les plus grandes entreprises. Bon. Alors, on sent le vécu. Disons que je pense qu'on ne peut le faire qu'en montrant justement qu'il est possible effectivement de travailler sur soi et que ce n'est pas nécessairement incompatible avec justement la bonne gestion, la bonne direction d'une entreprise. Ça, je pense que c'est déjà une première chose. Et je pense que finalement, au-delà de tous les efforts que nous pourrons faire chacun individuellement, je pense que la complexité du monde dans lequel nous vivons va de toute façon nous amener à devoir le faire. On nous dit souvent les générations nouvelles ont d'autres ambitions, etc. C'est vrai, mais qu'en partie. Je pense qu'en tant qu'être humain, nous partageons les mêmes besoins fondamentaux qui sont celui du sens, qui sont celui de l'inclusion et d'une certaine forme de développement de nos compétences. Ça se retrouve partout, pour toutes les générations, pour toutes les cultures, pour tous les milieux sociaux. Donc, porter ce type de message et pouvoir je vais dire aussi l'appuyer par des études scientifiques, il y en a de plus en plus qui montrent cela, je pense que c'est une manière de l'accélérer. Mais effectivement, je crains qu'aujourd'hui, nous n'ayons pas encore véritablement trouvé les bons moyens pour engager ce type de réflexion au plus haut niveau des grandes organisations. Je parlais avec un headhunter à très haut niveau aujourd'hui qui me disait, mais tu sais, Gates, Lalou, etc., c'est bien, ça parle à des gens comme nous, entre guillemets, mais les patrons du 440, ils n'ont même pas entendu parler et ça ne les intéresse pas du tout. Et là, je crois qu'on n'a pas encore trouvé les bons moyens, mais je suis sûr qu'avec des festivals comme Éclore, on va y arriver. J'ai envie de vous dire, je pense qu'il ne faut pas écouter Molière, relisez le Misanthrope. L'homme n'a pas changé et chaque homme se construit tout seul. Donc je ne sais pas s'il y a du progrès dans l'histoire là-dedans, mais donc il faut à la fois être plein d'espérance et pas désespéré, et en même temps, il ne faut pas imaginer qu'il y aura une espèce d'illumination collective. Peut-être la chance qu'on a maintenant, c'est qu'il y a un petit peu plus de solutions diverses qui peuvent permettre de mettre des petites graines. Je ne sais pas, les tests qui permettent de montrer la diversité des comportements, les tests par exemple comportementaux, il y en a plus qui sont plus accessibles à vérifier leur véracité, mais il peut y avoir plein de situations différentes, on accepte un peu plus, on dit que maintenant on ne peut pas dire qu'un seul modèle est valable pour tout le monde. C'est quelque chose, voilà, que ce qui est grand n'est pas forcément le modèle pour tous, maintenant que les petites start-up peuvent apprendre aux grands groupes. Donc il y a plein d'éléments sur lesquels on peut se raccrocher, mais enfin, l'expérience d'un homme ne remplacera pas celle du suivant. Donc c'est à la fois une bonne nouvelle, et en même temps ça veut dire qu'il va falloir remettre sur l'ouvrage tout le temps. Et donc il faut donner envie à chaque nouvel homme qui naît, à chaque nouvel entrant, d'avoir à nouveau envie. Alors là, je ne vais pas citer Johnny Hallyday, parce que je ne sais pas, mais pourquoi pas. Mais le plus difficile, peut-être, dans une organisation, c'est d'allumer le feu. Si, allez, allons-y. C'est de donner l'envie. Et de donner l'envie aux dirigeants du CAC 40, qui a plein de soucis, à celui qui se lève le matin et qui vient avec une autre attente, et dire, si, cette question-là, elle peut être abordée, et ça vaut la peine tous les matins d'inventer une nouvelle façon de voir les choses. Si on attend que les choses progressent d'elles-mêmes pour rentrer dans le mouvement,
C'est attendre la vague parfaite pour monter sur le surf, et là je pense qu'on restera au sec en fait. Donc voilà, j'allais dire, il faut pas attendre que les entreprises s'illuminent, il faut que chacun taille sa pierre, fasse rouler la pierre, avance, et de l'envie et de l'espérance pour toute une organisation, quelle que soit sa taille. Moi, je suis très optimiste. D'abord parce que je pense qu'il y a un vrai mouvement en cours et que le meilleur juge, c'est le refus de rentrer dans ces grandes organisations très brutales par beaucoup de jeunes. Aujourd'hui, l'un des défis pour toutes les entreprises, au sens large, les organisations, c'est de recruter. Il y a une grande liberté de la jeunesse, je ne sais pas s'il faut l'appeler comme ça, en tout cas, de plus en plus de gens ne veulent plus se soumettre à ces diktats-là. Ensuite, la deuxième bonne nouvelle, c'est que on laisse de plus en plus la place au QE, au quotient émotionnel, par rapport au QI, quotient intellectuel, dans les formations. Et en fait, tout se joue, la vraie bataille, c'est celle de l'éducation. Ça commence par nous, parents ou grands-parents, comme je le suis. Qu'est-ce qu'on partage avec nos enfants et petits-enfants? On en parlait tout à l'heure là, dans notre minute d'échange avec Olivier, et on disait amener les gens à réfléchir à leurs émotions, admettre, comme il l'a si bien dit, trouve le bon dosage entre la peur, la joie, la colère. Je pense que c'est d'abord une affaire d'éducation et qu'aujourd'hui, les dirigeants qui restent dans les postures d'avant sont de plus en plus disqualifiés. Ils ne recrutent plus, ils ne font plus envie et de plus en plus, notamment le réseau Éclore, mais tant d'autres, commencent à faire le buzz sur ça ne va pas durer longtemps. Donc moi je suis assez optimiste. Dans les armées, qu'il faut arrêter de regarder avec le stéréotype trop classique, imaginez que ça fait maintenant 15 ans que la phrase que j'ai utilisée en disant « l'ennemi c'est l'ego », avant de désigner un commandant de bateau, on s'assure qu'il est totalement maître de son ego. Et on passe des petites scénettes qui montrent combien l'ego d'un commandant a pu conduire à la catastrophe. Si vous voulez regarder un film qui date de très longtemps, c'est Ouragan sur le Cane, avec Humphrey Bogart qui commande un bateau et qui est complètement égotique. Et donc on passe ça dans les écoles, et donc les écoles de formation des futurs commandants de bateau, la première chose qu'on leur enseigne, c'est vous perdrez si vous succombez à votre ego. Donc moi je suis optimiste. Par l'éducation, on va gagner cette bataille-là. Ça prendra le temps qu'il faut, mais on va le gagner. Ensuite, Bénédicte, tu as raison, il y aura toujours des individus qui auront besoin d'être dans la posture égotique. Ils seront de plus en plus isolés. Pour finir, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas avoir d'ego. Pour revenir à la première question, le mieux qu'on ait à faire, c'est d'être nous et de nous apporter nous aux autres. Car si on est tous clonés, ça sera monstrueux aussi. Il faut qu'il y ait des différences, des tensions. La vie, c'est un jeu permanent d'équilibre, de plus et de moins. Voilà. Et donc, l'éducation va permettre beaucoup de choses. La dernière chose, c'est est-ce qu'on éduque à la coopération ou à la compétition? Et là, c'est une vraie question. Est-ce que l'important, c'est d'être premier de la classe ou l'important, c'est d'être le meilleur ami de la classe? Oui, je voulais apporter un petit complément à tout ce qui a été dit, qui est complètement juste et avec lequel je m'aligne. J'avais mis deux phrases qui, effectivement, sont des phrases qui me font du bien, en tout cas, moi, et qui vont peut-être faire écho à... J'ai senti tout à l'heure dans la salle qu'il y en avait qui en avaient un peu lourd sur la patate. C'est pas parce qu'ils sont nombreux à avoir tort qu'ils ont raison. C'était Coluche, ça. Et effectivement, on en croise malheureusement des managers qui sont dans le culte de l'ego. Alors on n'a pas encore défini ego, on en parle, mais on n'a pas défini dans cette table ronde ce qu'on voulait dire. Alors je vais me tenter, en tout cas, une forme d'interprétation, c'est l'espèce de surestime de soi si on le prend dans le mauvais sens, ou une sous-estime de soi si on le prend également dans le mauvais sens. Puis la juste estime de soi, quelque part, c'est l'équilibre qu'on cherche tous entre ce que je vais donner et ce que je m'apprête à recevoir. Donc, effectivement, il y a des managers qui sont peut-être de mauvais managers parce qu'ils sont pas forcément dans l'écoute des autres, et puis ils sont peut-être aussi dans le diktat du manager égocentrique, celui qui ne pense qu'à lui et qui du coup ne raisonne que par rapport à son propre centre de gravité. Ceci dit,
je pense là au directeur de la recherche et du développement du groupe PSA qui s'appelle Gilles Leborgne, qui dit une phrase que je trouve aussi très juste, qui est ça ne sert à rien d'avoir raison tout seul. Et donc, mais oui, parce qu'on peut aller tous à la catastrophe en fait, parce qu'une seule personne a peut-être raison, mais qu'elle n'est pas capable de convaincre les autres. Et donc, c'est vrai que c'est pas évident d'arriver à se mettre dans ce rôle du leader, qui est celui qui va donner une orientation et qui doit convaincre le reste dans l'entreprise que cette orientation est peut-être celle qu'il faut prendre pour pouvoir survivre demain. Et parmi ces orientations, je vais prendre les orientations des équipes de ressources humaines du groupe PSA, que je trouve remarquables, c'est pour ça que je les cite. C'est pas pour faire de la pub pour mon entreprise, hein, sauf si vous voulez rentrer dans le groupe, mais il y a quelque chose de remarquable, je trouve, dans l'équipe de ressources humaines de PSA, c'est que elle travaille, mais de manière acharnée, à développer les soft skills, à développer les compétences comportementales des gens, avec autant d'acharnement que les compétences techniques. Pourquoi ? Parce que finalement, qu'est-ce qui fait la différence entre un bon manager et un mauvais manager ? C'est pas le fait qu'il connaisse parfaitement le domaine technique dans lequel on lui demande d'intervenir, il a des équipes pour ça. C'est sa capacité à aimer son équipe et à la faire grandir. Et donc, on pense que c'est le bon moment, vous en avez parlé tout à l'heure, j'ai mis une autre citation sur la slide qui était « Rien n'est plus beau qu'une idée dont l'heure est arrivée ». Après Coluche, Victor Hugo. Mais je pense que c'est l'heure, c'est-à-dire que maintenant, les jeunes générations, mes étudiants, ne supportent plus les managers paternalistes d'une certaine époque. C'est fini. Ils ne supporteront plus, ils n'iront pas dans ces entreprises-là. Ou alors s'ils y vont, c'est juste pour faire un petit tour, pour faire une petite note dans le CV, et puis ils partiront ensuite vers des entreprises où il y aura peut-être même un manager du bonheur, et où la question sera, la question que j'ai vue tout à l'heure, qu'est-ce qui te rendrait heureux à 80 ans ? C'est peut-être ça finalement qui va leur faire se lever le matin, et c'est peut-être ça qui fera que le monde de l'entreprise va changer, pour accueillir des compétences humaines avec au moins le même niveau d'attention que des compétences techniques ou des compétences, j'ai envie de dire, plus traditionnelles de manager. Bravo, merci. Je me tourne vers l'organisation et je crois qu'on a beaucoup de chance. Ils sont encore tous en train de garer leur voiture ou d'évacuer. On peut encore prendre une ou deux questions ? Alors une dernière question. Ah ben voilà Riyad. Une dernière question. Oui. Oui, j'ai une question. Je suis d'abord très heureux de vous entendre. Je vois beaucoup d'évolution, beaucoup d'être évolué sur ce plateau. Et j'ai même entendu parler de la question du sens et de la question de l'amour, qui est, à mon sens, absolument indispensable. Comme je suis moi-même entrepreneur, je parle un peu de sujets que je connais, mais pour aller un peu plus loin, j'ai le sentiment que cette question de l'ego, elle est forgée, d'abord elle est, comme vous le disiez, inhérente à chacun de nous, mais elle est aussi forgée dans notre monde de compétition. Vous parliez de la relation entre compétition et coopération. Je crois qu'évidemment, on a énormément oublié la coopération. Et il suffit de sortir et de regarder les publicités pour nous entendre parler que de compétition et de bonheur artificiel, entre guillemets. Mais la question que j'avais envie de vous poser, puisque la transformation intérieure, comme vous le disiez, elle est à la source de la transformation des sociétés, et que vous parlez d'abolition de l'ego, ça passe d'abord par la transformation intérieure dont vous nous avez parlé chacun, un petit peu votre chemin intérieur. Et je crois vraiment que les sociétés, les entreprises sont un lieu d'innovation très fort, et la question que j'avais envie de vous poser, c'est comment on fait dans l'entreprise pour favoriser la transformation intérieure, pour aller vers la transformation de société, en mettant la question du sens et de l'amour, c'est-à-dire de la relation, parce que, en fait, à 80 ans, qu'est-ce qu'on voudra avoir fait, si ce n'est avoir aimé, avoir partagé, avoir été en relation et d'avoir été véritablement soi-même. Donc comment on fait dans l'entreprise pour favoriser ça ? C'est ça ma question. Je pense qu'il y a plusieurs niveaux, plusieurs portes d'entrée en fait. Moi je remarque qu'il y a par exemple des entreprises qui ont commencé leur transformation de type libération et que cela a mené alors à une attention plus grande aux impacts sociétaux et écologiques de l'entreprise. Donc c'est, si tu veux, la libération intérieure de l'entreprise, des membres du personnel, etc., qui a permis cela. Inversement, on voit aussi des entreprises qui sont d'abord sensibilisées par les impacts sociétaux et écologiques, et cela même mène à
une transformation plutôt de type libération, plus participative à l'intérieur. Donc je pense que de ce point de vue-là, tout est possible. Mais tout à l'heure, nous avons parlé beaucoup des dirigeants du CAC 40. Je pense qu'on a oublié un acteur fondamental, et nous en faisons partie, ce sont les investisseurs, ce sont les actionnaires. En fait, énormément de chemins de libération se sont malheureusement ces dernières années fracassés, non pas parce que la libération de l'entreprise ne marchait pas, mais parce qu'un changement d'actionnaire a entraîné l'arrêt net de la libération qui pourtant marchait très bien. Je ne prendrai qu'un exemple d'une biscuiterie par exemple bien connue. Pendant plusieurs années, ils ont fait 15% d'EBITDA chaque année, ce qui est dans ce secteur extrêmement positif. Ça a attiré un fonds d'investissement qui a repris l'entreprise et qui leur a dit maintenant vous faites du 18%. Eh bien, pour faire du 18%, il fallait fermer certaines usines, casser donc le contrat participatif qu'il y avait entre les collaborateurs. Le patron a décidé de démissionner, le second aussi, et tout le mouvement de libération est en train de s'écrouler. Donc il faut vraiment, au-delà du management, que les actionnaires que nous sommes en partie prennent aussi leurs responsabilités et arrêtent de chercher comme but ultime la maximisation des profits. Ça doit être un moyen et non pas le but ultime. Juste pour répondre à votre question, eh bien, la première démarche, c'est s'interroger soi. Quel est notre rôle dans l'entreprise? Au nom de qui je suis chef? Interroger ses collaborateurs. Peut-être qu'eux, ils ont la bonne idée. Ils ont un projet, mais des fois, ils le taisent. Interroger ses clients, ses fournisseurs, son partenaire bancaire. Et pourquoi pas mettre tout ce monde-là autour d'une table, faire un peu d'intelligence collective et accepter la pépite qui va sortir, même si on ne la porte pas soi-même. Et là, à ce moment-là, eh ben, il y a une graine qui a été plantée dans la tête de chacun d'entre eux. Pas la nôtre, mais nous, notre enjeu était de planter la graine chez eux. Merci Olivier. Je crois qu'on va arrêter la table ronde ici. Moi, j'ai une autre piste pour répondre, monsieur. C'est tous acteurs. C'est tous acteurs. Voilà, comme on l'a fait ce soir. Les grands témoins, ils sont partout. Ils sont dans la salle, mais ils sont aussi sur la scène. C'est tous acteurs qu'on peut transformer notre monde. Merci infiniment à nos intervenants.